Je ne crois personne. Personne qui ait jamais dit qu'il ne savait pas ce qu'il mettait dans son corps. Dana White s'est montré ferme quand des combattants légers ont enfreint les règles sur les stéroïdes, insistant que l'ignorance n'est pas une excuse. Mais les interdictions n'ont pas seulement supprimé des combattants. Cette histoire montre comment les sanctions ont gelé les contrats, modifié les salaires et décidé quel poids léger ne reviendrait jamais à l'UFC. Comment l'UFC a déclaré la guerre aux tricheurs. Dana White n'a pas présenté la nouvelle posture de l'UFC à l'égard des stéroïdes comme un débat ou une transition progressive. Elle est arrivée sous forme d'annonce avec des conséquences immédiates. Au moment où les fans ont réalisé que quelque chose avait changé, les prétendants au poids plume étaient retirés, les contrats gelés et les carrières stoppées sans cérémonie. L'explication officielle était la discipline et la santé, mais l'effet était proche de l'effacement. Et la phrase qui en est devenue à tout définir, « Nous ne voulons pas de tricheurs », n'était pas tant un slogan qu'une étiquette d'avertissement, snap estampillée sur la division. Le changement est devenu visible lorsque Dana White a expliqué pourquoi l'UFC ne voulait plus rester en dehors des tests de dépistage de drogue, en présentant la politique comme une mesure de protection plutôt que punitive, soulignant que les combattants contrôlés positifs nuisaient à tous, et en positionnant l'organisation dans l'intérêt à long terme des athlètes souvent trop jeunes pour comprendre les conséquences. Écoutez, les gars, les tests positifs sont mauvais pour nous. Ce n'est pas bon pour eux, ni pour personne. Ce cadrage était crucial car il a immédiatement défini comment toute interdiction future serait perçue, non comme une sanction pour une faute, mais comme une intervention contre l'autodestruction. Cela a aussi conféré à l'UFC une position morale avant que tout cas individuel ne puisse être contesté. Dana a approfondi cette logique, mettant en avant les jeunes combattants rejoignant l'organisation et affirmant que l'usage précoce de produits dopants compromet durablement la production hormonale naturelle et entraîne une dépendance médicale à vie qu'il qualifie de dévastatrice. Quant à ces jeunes gars, tu as 21, 22 ans, peu importe, et que tu commences à prendre cette merde, ton taux de testostérone baisse et ton corps arrête d'en produire. Ce que ça fait, c'est que si tu es un gars talentueux qui pourrait faire ce métier pendant longtemps et en faire sa carrière, une fois que tu auras arrêté ce truc, parce que tu ne peux pas le faire ici, tu vas te faire prendre, n'est-ce pas? Une fois sorti, tu es ruiné à vie, mentalement, physiquement, émotionnellement. En surface, cet argument était difficile à contester car les risques médicaux sont réels et le sport a une longue histoire d'athlètes qui perdent pour des avantages à court terme avec des dommages à long terme. Pour de nombreux fans, cette explication seule suffisait pour justifier les conséquences. Ce qui compliquait le récit était l'insistance de Dana sur le fait que l'UFC était devenu le sport le plus réglementé au monde, une affirmation impliquant une application uniforme et supprimant toute discrétion. Nous sommes le sport le plus réglementé. Nous sommes les derniers à devoir répondre à des questions sur les stéroïdes. Cette affirmation recadre l'organisation comme un participant passif à un système rigide plutôt que comme un décideur actif, suggérant que les interdictions et suppressions sont des résultats inévitables des règles plutôt que des choix dictés par le moment, la valeur ou les priorités commerciales. Cependant, la relation de l'UFC avec les tests n'a pas toujours été formulée ainsi, et les combattants ont reconnu qu'il y a eu une période où l'absence de tests n'était pas un oubli mais une condition explicite de l'emploi. Ils ont écrit en lettres capitales que nous ne testons pas les stéroïdes. Ce contexte est important car il établit que la réglementation est entrée dans le sport non pas comme un principe fondateur, mais comme une évolution stratégique introduite lorsque la surveillance du public s'est accrue et que l'expansion commerciale a exigé une légitimité au-delà du spectacle. Dana rejette les excuses des combattants testés positifs, arguant que prétendre ignorer ce qui est dans son corps est malhonnête, une position intransigeante et juste sur le papier. Je ne crois personne qui ait jamais dit qu'il ne savait pas ce qu'il mettait dans son corps. Pourtant, l'histoire de l'application de la loi indique que l'incrédulité ne suffit pas à déterminer les résultats, car les combattants ayant commis des infractions similaires ont subi des conséquences très différentes selon le moment où ils ont échoué, leur identité et la valeur qu'ils représentaient pour l'organisation à ce moment-là. La division des poids légers a le plus ressenti cette disparité car c'est l'un des réservoirs de talent les plus profonds de l'UFC, rempli de combattants interchangeables d'un point de vue promotionnel et donc plus facile à éliminer sans déstabiliser les cartes d'événements ou les projections de revenus. Lorsque des combattants légers étaient signalés ou suspendus, leur absence créait rarement une pression publique et des remplaçants étaient facilement disponibles, ce qui permettait à l'application de la loi de paraître ferme sans risquer des pertes commerciales à court terme. Cette dynamique a fait que la politique « Nous ne voulons pas de tricheurs » fonctionnait moins comme une norme universelle que comme un filtre affectant de façon disproportionnée ceux sans influence. Joe Rogan, un des défenseurs constants de l'UFC et une figure clé dans la perception des fans, a reconnu que l'amélioration des performances reste une réalité dans ce sport malgré les tests modernes. Certains prennent des stéroïdes, d'autres non. Cet aveu n'accuse pas des combattants spécifiques, mais il sape l'idée que la détection équivaut à la prévalence, suggérant plutôt que l'application de la loi capture certains participants tandis que d'autres restent intacts, pas nécessairement en raison de leur innocence, mais à cause du calendrier, des méthodes ou de l'oubli. Cette visibilité sélective prend tout son sens
sens, si l'on considère que Dana White a déclaré que l'UFC privilégiait l'efficacité et la rentabilité au détriment des sentiments. Tu n'aimes pas comment on paye nos combattants? Tant pis. Dans ce contexte, les interdictions ne sont pas de simples mesures disciplinaires, mais des outils qui modifient le pouvoir de négociation, figent l'élan et réinitialisent la hiérarchie pour avantager l'organisation, surtout contre des combattants non indispensables. Dana a décrit la survie dans la liste comme méritocratique, affirmant que les combattants ont leur place à l'UFC ou non, une philosophie qui limite les récits de réhabilitation sauf s'ils servent un objectif promotionnel. Soit tu es assez bon pour être ici, soit tu ne l'es pas. Une suspension réévalue la valeur, souvent discrètement pour les poids légers sans base de fin. Dana s'est moqué des combattants évitant les tests, renforçant l'idée que l'évasion mérite le ridicule plutôt que la sympathie. Il a couru hors de la porte arrière, a sauté dans sa voiture, a dit qu'il ne parlait pas anglais et est parti. Ce qui n'est pas abordé, c'est pourquoi certains combattants se remettent alors que d'autres ne réapparaissent jamais, même lorsque leurs violations sont moins théâtrales et plus procédurales. À la fin de cette phase, l'histoire officielle semble cohérente. Les tests protègent les combattants, les tricheurs sont éliminés et le sport avance plus proprement et sûrement. Pourtant, la tendance qui se dessine suggère que l'application de la loi n'est pas uniforme et que le coût d'un signalement n'est pas réparti équitablement. Les combattants légers à l'intersection de la remplaçabilité et de l'ambition ont subi de lourdes conséquences, non pas parce qu'ils étaient coupables, mais parce qu'ils étaient remplaçables. Qui se fait prendre, qui est payé et qui est effacé à partir du moment où l'on cesse de considérer la lutte contre les stéroïdes comme un slogan moral et que l'on commence à la traiter comme un système interagissant avec les contrats, la promotion et le pouvoir de négociation, la position de l'UFC selon laquelle nous ne voulons pas de tricheurs, ressemble moins à une ligne nette dans le sable qu'à une frontière mouvante qui récompense certains combattants en leur permettant de revenir tout en transformant les autres en dommages collatéraux. Et la raison pour laquelle ces frontières bougent a moins à voir avec la pureté du sport qu'avec l'économie de ceux qui peuvent être remplacés sans conséquence. Parce que le sport est réglementé, mais l'entreprise est dirigée. C'est dans cet écart que les carrières s'effacent. La chose la plus révélatrice de cet écosystème est que l'UFC n'a jamais pu séparer complètement les stéroïdes du divertissement. L'UFC n'est pas une ligue avec des salaires garantis où les athlètes peuvent être suspendus tout en restant stables financièrement. C'est une promotion où la majorité des combattants vivent d'un modèle de revenus basé sur les combats, ce qui implique que la discipline n'est pas seulement une punition basée sur des règles, mais également un événement économique direct. En combinant cela avec le fait que la division des poids légers est l'un des groupes de talents les plus compétitifs, encombrés et facilement remplaçables de l'organisation, on comprend pourquoi l'application des règles y est plus stricte. Non pas parce que les poids légers sont plus nombreux à se doper, mais parce qu'une perte de place dans cette catégorie est un problème que l'UFC peut résoudre immédiatement. Cela explique pourquoi les fans perçoivent souvent une sanction liée aux stéroïdes comme un nettoyage, tandis que les combattants la ressentent comme une réinitialisation brutale qui peut anéantir des années d'efforts en un instant. Parce que, dans une division où le roulement est constant, une suspension ne t'éloigne pas seulement de la concurrence, elle t'éloigne de la pertinence. Et la pertinence est la monnaie qui détermine qui est réservé, qui est poussé et qui est payé. L'écosystème médiatique de l'UFC renforce cette idée, car lorsqu'un combattant est suspendu, la machine promotionnelle ne se fiche pas, elle change simplement d'objectif et l'attention du public est dirigée vers le prochain prétendant, le prochain match. Le combattant suspendu est donc puni 2 fois, par la conséquence officielle, puis par le silence officieux. Ce qui rend cette situation si difficile à critiquer, c'est que le sport a de vraies raisons de tester et de faire respecter les règles. Pourtant, la légitimité des tests ne rend pas automatiquement les conséquences équitables, surtout lorsque les coups les plus lourds sont supportés par les combattants avec le moins de pouvoir. Et en ce sens, nous ne voulons pas de tricheurs devient moins une position éthique universelle qu'un mécanisme qui retire le risque de l'entreprise au moment où elle a le moins d'intérêt à le porter. La culture autour de l'amélioration révèle aussi pourquoi certains se font prendre. La réponse à cette question ne peut pas être aussi nette que les fans le souhaitent, parce que même dans les clips publics qui circulent dans le monde médiatique de l'UFC, on peut entendre le sport reconnaître à voix haute que l'amélioration a toujours existé comme un secret de polichinelle, et que la ligne entre pris et pas pris n'est pas la même chose que la ligne entre l'avoir fait et ne pas l'avoir fait. Lorsque John Jones, par exemple, fait une remarque qui encadre les résultats de sa rivalité par rapport à l'arrêt des stéroïdes, il importe peu que la remarque soit dite avec sarcasme, arrogance ou négligence, car le choc est qu'elle atterrisse de façon désinvolte, comme si le sujet était tellement normalisé qu'il pouvait être lâché dans une déclaration publique sans que l'orateur s'attende à ce que le monde s'arrête. Je l'ai battu à la loyale la première fois et sans stéroïdes, et je l'ai battu la 2e fois sans stéroïdes. La raison pour laquelle cela est important pour l'histoire des poids légers n'est pas parce que John Jones est un poids léger, mais parce que des moments comme celui-ci montrent comment le sport a fonctionné pendant des années avec une acceptation tacite que l'amélioration existe à la marge de la compétition d'élite et que les tests ne sont qu'une barrière imparfaite. C'est pourquoi la discussion sur l'application des règles touche souvent à la gestion de la réputation, car l'UFC doit vendre ses combattants tout en rassurant le public sur l'intégrité du sport.
L'entreprise doit équilibrer la confiance du public avec la préservation de l'attrait du spectacle. La discipline joue ici un rôle crucial, car les sanctions visibles apaisent les inquiétudes sans révéler la complexité historique de l'écosystème. La manière la plus efficace de rendre ces punitions visibles sans endommager le produit consiste à appliquer les sanctions les plus sévères là où les remplacements sont faciles, ce que la division des poids légers permet actuellement. Ajoute l'argent à ce tableau et tu comprends pourquoi certaines suspensions sont perçues comme des revers temporaires, tandis que d'autres semblent des condamnations à mort de carrière, car la posture financière de l'UFC envers les combattants souligne que l'organisation fixe les règles et que les combattants existent dans ce cadre sans négocier sur un pied d'égalité. Et cette posture devient plus brutale lorsqu'un combattant perd du temps, de l'influence et du pouvoir de négociation. Dana White a expliqué que de nombreux combattants souhaitent que leur salaire soit protégé par des arrangements comme l'OAS parce qu'ils ne veulent pas que le public sache ce qu'ils gagnent et ils ne veulent pas que les gens sortent du bois une fois que l'argent est visible. Mais cette explication révèle une vérité plus profonde. Le salaire n'est pas simplement une compensation, c'est un contrôle. Lorsque la rémunération est opaque, les combattants ont moins de possibilités de comparer l'équité ou de faire valoir leur point de vue. Certains de ces types veulent ce qu'on appelle un LOA, où tu ne vois pas leur argent. Ils ne veulent pas que les gens sachent combien ils gagnent. Et tu peux imaginer pourquoi. Les gens sortent du bois et cherchent de l'argent quand ils pensent que tu l'as. Je pense que tout le monde aime que les combattants UFC soient mal payés. Ce qui est rarement dit clairement, c'est que lorsque tu combines l'opacité des salaires avec les revenus des combats et que tu ajoutes la menace de suspension, tu crées un climat où les combattants sont incités à se conformer discrètement et découragés de défier le système parce que la pénalité économique de tomber en disgrâce, de ne pas respecter le calendrier ou de ne pas être remplacé peut être catastrophique. C'est pourquoi les interdictions et les tests concernent aussi l'effet de levier. Ils perdent leur position de négociation. Et c'est particulièrement vrai pour les poids légers, dont la capacité de gain est souvent liée au fait de rester actif, visible et dans la colonne des victoires assez longtemps pour devenir indéniable. Une star dans une division de premier plan peut revenir d'une suspension et recevoir quand même un créneau majeur parce que l'entreprise a besoin de la star. Mais un concurrent poids léger est rarement indispensable et dans une division profonde, cela signifie que le combattant revient dans un monde où le business a déjà tourné la page et le public s'intéresse déjà à quelqu'un d'autre. Même la manière dont Dana White parle de l'embarras et de la responsabilité montre comment cette entreprise envisage ses erreurs. Quand le produit UFC l'embarrasse sur une grande scène, il estime devoir corriger cela auprès du public, comme si le public était la partie prenante dont la confiance doit être restaurée. Ce n'est pas une critique en soi, c'est une fenêtre sur les priorités, car elle montre que l'instinct de l'UFC, lorsque quelque chose porte atteinte à la crédibilité, est de stabiliser d'abord la relation avec le client, ce qui signifie que l'application des stéroïdes, la discipline publique et la rhétorique dramatique ne sont pas simplement de la gouvernance interne. Ce sont aussi des outils de réparation de la marque qui rassurent le consommateur. Le combattant, quant à lui, n'est pas un consommateur. Le combattant, c'est le travail. La main-d'œuvre est gérée par des systèmes qui privilégient la continuité, la flexibilité et l'effet de levier. Ces systèmes deviennent plus efficaces avec la discipline car elle offre une justification claire et acceptable pour réduire la main-d'œuvre sans négociation. Cela ne signifie pas que l'UFC invente des violations ou bannit des combattants innocents. Le point est plus structurel et inconfortable car il suggère que la même mesure d'application peut être justifiée moralement tout en fonctionnant économiquement de manière avantageuse pour l'entreprise. Et c'est pourquoi la division des poids légers semble être celle où l'application frappe le plus fort. Si un poids léger est retiré, la carte continue. Si un poids léger est suspendu, le classement bouge. Si un poids léger disparaît, il y a 5 autres prêts à le remplacer et le remplaçant acceptera souvent moins pour le même créneau, car l'opportunité est rare. Au fil du temps, cela impose une discipline discrète, même pour les combattants qui réussissent toujours les tests, car tous ceux qui observent comprennent que l'organisation peut vous écarter, vous remplacer et continuer sans explication. Cette réalité influence la manière dont les combattants s'expriment, négocient et acceptent des conditions qui pourraient être contestées plus fermement dans une autre structure de travail. Lorsque les fans considèrent la discipline des stéroïdes comme un affrontement moral bon contre tricheurs, ils ignorent l'histoire plus large. La discipline dans cet écosystème agit comme un système de pression qui maintient la conformité de l'équipe et l'efficacité de l'organisation. Dans la division des poids légers, où la remplaçabilité est intégrée à la structure, une infraction peut entraîner une perte permanente de statut. Non pas parce que les règles le disent explicitement, mais parce que les incitations commerciales le rendent avantageux. Et la commodité d'un modèle de promotion fait souvent la différence entre un récit de retour et une disparition tranquille. Si la posture de l'UFC « nous ne voulons pas de tricheurs » était purement une question de pureté, alors l'histoire s'arrêterait à l'application de la loi. Mais en réalité, l'histoire se poursuit sur le plan économique, obtient une deuxième chance, qui est remise sur le marché et qui revient pour trouver la porte fermée. Et c'est là que la discipline cesse de concerner uniquement ce qui était dans le système d'un combattant et commence à concerner ce qu'il vaut pour l'entreprise. Lorsque le nettoyage devient un levier et que l'application des règles sur les stéroïdes, la structure salariale et le renouvellement des effectifs sont vus ensemble plutôt que séparément, la position de l'UFC contre les tricheurs cesse d'être une simple règle morale pour devenir une partie d'un système plus large de contrôle.
contrôle. Dans cet environnement, la discipline ne se limite pas à réguler les comportements, mais redéfinit les rapports de pouvoir entre l'organisation et les combattants qui dépendent d'elle pour leur carrière. C'est là que la rhétorique du sport propre croise le contrôle du travail, non pas de manière conspiratrice, mais structurellement, où les intérêts de l'entreprise favorisent l'interprétation la plus stricte des règles, préservant la flexibilité et minimisant les obligations. Le modèle économique de l'UFC repose sur la flexibilité, lui permettant de s'adapter rapidement, de remplacer les talents efficacement et d'éviter les engagements à long terme. L'application stricte des règles antidopage soutient ce modèle en offrant une justification acceptée pour des décisions sans négociation et peu de sympathie, surtout de la part des fans qui voient cela comme un signe de maturité du sport. Lorsqu'un combattant est suspendu ou discrètement mis à l'écart, l'UFC n'a pas besoin de s'expliquer en termes économiques, car le cadrage moral fait le travail automatiquement. Ce cadrage protège l'organisation d'avoir à affronter des questions sur l'équité, la compensation ou le déséquilibre structurel. Cette dynamique est particulièrement puissante lorsqu'elle est combinée au système de rémunération de l'UFC, qui place déjà les combattants dans une position précaire en liant presque entièrement les revenus à l'activité. Contrairement aux ligues avec des contrats garantis, la plupart des combattants de l'UFC ne gagnent que lorsqu'ils concourent, ce qui signifie que toute interruption, qu'elle soit due à une blessure, à une suspension ou à l'inactivité, devient une crise financière. L'application des stéroïdes amplifie cette vulnérabilité en retirant les combattants du calendrier, souvent pour des périodes prolongées où ils doivent encore supporter des frais sans garantie de réservation future une fois leur éligibilité rétablie. La sanction ne se limite donc pas à la suspension officielle. Elle s'étend à tous les aspects de la vie d'un combattant, affaiblissant sa capacité à négocier, à planifier ou à repousser des conditions défavorables. Ce qui rend ce levier particulièrement efficace, c'est qu'il n'a pas besoin d'être appliqué uniformément pour façonner le comportement de l'ensemble des membres de la salle. Il leur suffit de voir suffisamment d'exemples pour comprendre que les conséquences peuvent être graves et que la guérison n'est pas garantie. Dans une promotion aussi importante et visible que l'UFC, même un petit nombre de renvois à fort impact peut envoyer un message qui se répercute bien au-delà des personnes directement concernées, encourageant la prudence, le silence et la conformité chez les combattants qui savent à quel point l'élan peut être facilement perdu et à quel point il est difficile de le retrouver une fois que l'organisation est passée à autre chose. La division des poids légers fournit à nouveau l'illustration la plus claire car elle combine une forte concurrence avec une faible isolation, créant un environnement où les combattants sont constamment conscients que leur position est provisoire. Dans une telle division, la discipline devient un mécanisme de tri qui renforce la hiérarchie sans jamais la nommer explicitement, car les combattants qui sont suspendus retournent dans un paysage où leur place a été occupée et où leur histoire a expiré. L'UFC n'a pas besoin de déclarer qu'un combattant n'a plus de valeur. Il lui suffit d'arrêter d'appeler, de réserver et de promouvoir, et le système fait le reste tranquillement et efficacement. Cette efficacité est souvent interprétée à tort comme de l'équité, notamment par les fans qui assimilent l'application visible de la loi à l'intégrité. Mais dans ce contexte, l'intégrité est indissociable du contrôle, car l'organisation qui contrôle les tests, les contrats, les réservations et la promotion contrôle aussi le récit expliquant pourquoi quelqu'un est parti. L'expression « nous ne voulons pas de tricheurs » devient un bouclier rhétorique, décourageant les recherches approfondies en transformant toute critique en sympathie pour les actes répréhensibles plutôt qu'en souci de proportionnalité ou de cohérence. Par conséquent, la discussion publique dépasse rarement la condamnation superficielle, même si des tendances montrent que l'application des règles s'aligne souvent sur les intérêts commerciaux. Ce système impacte le comportement des combattants bien au-delà de la question de l'amélioration des performances, car une fois qu'ils réalisent que la discipline peut mettre fin à leur carrière indépendamment des intentions ou du contexte, ils prennent des décisions pour réduire les risques au lieu de maximiser leur santé ou leur transparence. Les blessures peuvent rester non signalées, les problèmes médicaux minimisés, et les combattants peuvent accepter des conditions défavorables pour rester actifs et visibles, car l'inactivité devient une forme de sanction dans ce système valorisant la disponibilité constante. Ainsi, des règles censées protéger la santé des combattants peuvent paradoxalement encourager des comportements qui la compromettent, notamment pour ceux qui ne peuvent se permettre de s'arrêter ou de défendre leurs droits. L'insistance publique de l'UFC sur le fait qu'il s'agit du sport le plus réglementé au monde renforce ce contrôle en présentant l'organisation comme un administrateur neutre plutôt que comme une partie intéressée. Si la réglementation est vue comme externe et inévitable, les résultats semblent inéluctables et le rôle du pouvoir discrétionnaire s'efface. Pourtant, la discrétion reste omniprésente. Dans l'appariement, le renouvellement des contrats, le soutien promotionnel ou la décision de donner une chance à un combattant qui revient ou de le laisser à la dérive. Ils sont faits par des personnes opérant dans une entreprise qui privilégie l'efficacité et la croissance au fil du temps. Cette structure engendre une boucle de rétroaction bénéfique pour l'organisation, tout en limitant l'expression de la dissidence. Les combattants qui survivent à l'application des règles et reviennent à la compétition le font souvent avec moins d'influence et plus de prudence, hésitant à contester les conditions salariales ou le traitement par crainte de perdre leur position.
Les combattants à qui l'on ne donne pas de chemin de retour deviennent des histoires édifiantes plutôt que des défenseurs, disparaissant sans la plateforme nécessaire pour expliquer ce qui n'a pas fonctionné. Les fans, eux, sont rassurés par la discipline visible et la continuité des événements, sans voir les coups individuels qui la permettent. L'ère We Don't Want Cheaters réussit non pas en éliminant l'amélioration, mais en alignant le langage moral avec le pouvoir structurel d'une manière naturelle et justifiée. Le sport propre devient une valeur de marque, son application un atout, et la discipline un outil préservant la flexibilité organisationnelle et la confiance du public. Cet alignement explique pourquoi le système est si résilient face aux critiques. Chaque composante renforce les autres, formant une boucle fermée où remettre en question l'application revient à remettre en question l'équité. Pour les combattants légers, les conséquences sont particulièrement graves car ils opèrent dans un espace où la valeur doit être constamment prouvée et peut être perdue instantanément. La suspension ne fait pas qu'interrompre une carrière, elle la redéfinit souvent, marquant le passage du potentiel au remplacement et de la promesse à l'obscurité. Les règles ne l'exigent pas, mais les incitations commerciales en font une réalité. Et c'est dans cette distinction entre écrit et récompensé que l'impact de l'application se ressent. À la fin de cette histoire, la question n'est plus de savoir si l'UFC veut des tricheurs, car cette réponse est évidente et hors de propos, mais si le système conçu pour empêcher la triche agit aussi comme un mécanisme de contrôle de la main-d'œuvre qui favorise systématiquement l'organisation. La réponse ne réside pas dans une suspension ou une citation unique, mais dans l'effet cumulatif de l'application des règles sur la rémunération, la remplaçabilité et le silence, façonnant un sport apparemment plus propre mais impitoyable en profondeur. En ce sens, la posture de l'UFC en matière de stéroïdes n'est pas un mensonge. Mais elle est incomplète parce qu'elle ne raconte que la partie de l'histoire qui rassure les fans et protège la marque, laissant de côté la partie qui explique pourquoi la discipline atterrit le plus durement sur ceux qui ont le moins d'influence et pourquoi des carrières entières peuvent disparaître sans explication. Clean Sport, dans la pratique, est devenu inséparable du contrôle. Et le contrôle, une fois établi, a rarement besoin de s'annoncer car il est appliqué discrètement, efficacement et toujours pour servir